monde, bonjour Stéphane. Salut tout le monde, salut Clément. Aujourd'hui, on va faire une vidéo spécifique sur un animal bien particulier qui nous a tous séduits. On est tous tombés à Reptilis, amoureux de cet animal. Complètement. C'est un gros coup de cœur depuis qu'on a ouvert. C'est vraiment, les gens l'adorent, ils viennent, enfin, ils les adorent parce qu'on en a plusieurs. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est quelque chose qui est pas du tout, c'est pas un serpent. Non, c'est pas un serpent, c'est un animal à quatre pattes. On lui a trouvé un surnom qui colle exactement, parfait. Même plusieurs en fonction des spécimens. On a Godzilla. On a King. Voilà, donc avec des noms comme ça, déjà il y en a qu'on trouvé. Ouais, vous doutez un petit peu. On va arrêter le suspense. Bien sûr, on parle de quel animal? On parle des hydrosaures en général, et notamment deux espèces géantes en particulier, les plus grandes du genre, qui sont le Microlophus. Là, on va vous présenter King. Voilà. Un animal exceptionnel. Donc voilà, le nom français c'est dragon voilier. Alors voilier, il n'y a pas besoin d'expliquer la protubérance qu'il y a sur la queue est justement à l'origine de ce surnom. Donc plusieurs explications là-dessus, probablement pour l'aider à se déplacer dans l'eau, comment certaines personnes parlent aussi de thermorégulation, pourquoi pas l'aider aussi à pêcher en frappant un petit peu la surface de l'eau. Donc je tiens ça d'un éleveur spécialisé dans les gros lézards, donc ça me semble tout à fait correct. Et puis également, bon là on le verra en détail, mais ils ont quand même des pattes arrière très adaptées avec, ici on le voit bien, une morphologie spécifique. On voit bien que c'est un animal qui adore l'eau. D'ailleurs, il est souvent près de l'eau. On le trouve principalement près des cours d'eau ou des plans d'eau. D'ailleurs, son nom latin, Stéphane, hydrosaure, lézard aquatique. Voilà, très bien. On a répondu à beaucoup de questions. Et puis, on voulait également donc, vous présenter une autre espèce qui est le Celebensis, qui est donc l'autre géant. Alors, Celebensis, moi je vais en profiter pour parler un petit peu de son nom latin. Donc, lorsque vous avez le suffixe ensis, ça veut dire qu'il provient de. Donc, Celebensis qui provient des Célèbes, donc un archipel en Indonésie. Donc là, pour vous donner une petite idée de la taille et du tempérament de Godzilla, on peut aller lui faire des petites caresses. Voilà, le lézard est vraiment tout à fait acclimaté. Parce que là, Stéphane, c'est des individus qui sont prélevés en milieu naturel du coup? Alors effectivement, c'est des animaux sauvages, mais comme on le voit ici, qui sont très bien acclimatés. C'est des espèces qui ne sont pas courantes, en tout cas pas courantes dans ces tailles-là, pas courantes justement dans ces deux espèces. Généralement, on a plutôt du Weberi, etc. Là, nous, on a eu de la chance avec un de nos contacts, c'est d'en avoir et d'avoir des localités donc précises pour s'assurer, parce qu'on trouve beaucoup de mix en captivité et très peu d'espèces pures, parce que naturellement, déjà, ils peuvent s'hybrider naturellement, et on n'a pas toujours les localités. Là, ceux-là proviennent donc de Sulawesi. Et c'est vraiment des informations intéressantes, quoi. Très bien. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à un hydrosaure classique, comme par exemple donc les Weberi ou peut-être même les Amboinensis qui sont plus représentés en captivité? Quels sont les marqueurs spécifiques du Celebensis du coup au premier coup d'œil? Il y a déjà la couleur des yeux qui est vraiment très spécifique. C'est vraiment une sorte de gris bleuté très profond. Enfin moi c'est quelque chose, le premier qu'on a eu, puisque là en réalité c'est Godzilla mais 2.0. C'est 2.0. On a eu le premier Godzilla qui est parti également. C'est vraiment les yeux, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. La couleur aussi, la coloration est spécifique. Oui. Et après, donc là c'est un jeune adulte parce qu'il n'est pas encore aussi grand que King. King, pour l'instant, je pense qu'il surclasse un petit peu tous ceux qu'on a eu. Difficile de faire encore mieux. Que je pense avoir King Kong à l'élevage. Ah, King Kong ce coup-ci. C'est-à-dire encore un tout petit peu au-dessus. C'est vraiment des animaux fantastiques, mais je pense que King Kong restera à l'élevage. Très bien. Donc un projet d'élevage d'hydrosaures pour Reptilis. Donc là, pour resituer, on est en 2021, fin 2021. En tout cas, je nous souhaite de la réussite là-dedans. Vu qu'on est juste à côté de Godzilla, est-ce qu'on peut le sortir pour peut-être le montrer un petit peu mieux? Donc comme vous avez vu tout à l'heure, c'est vraiment des animaux qui se sont naturellement très vite acclimatés. Alors ce qui nous a surpris au départ, c'est que les juvéniles sont assez craintifs. C'est-à-dire qu'il leur faut un petit peu plus de temps d'adaptation, encore qu'on a des clients qui nous en ont pris et qui ont établi très rapidement une relation de confiance, parce que là on va parler vraiment de notion de confiance. Il faut vraiment que l'animal se sente en sécurité, nous également, parce que c'est la réciprocité, on sait qu'il ne va pas nous faire de mal.
On verra tout à l'heure, on va leur donner à manger et vous verrez qu'on le fait à la main. Alors, je vous conseille quand même une pince parce que si jamais il rate sa proie, bon, vous verrez qu'ils ont une belle dentition. Il y a des bonnes dents, ouais. Mais en tout cas, on le fait et naturellement, ce sont des animaux, en tout cas pour les adultes, qui ont été calmes, qui ont vraiment eu confiance et très rapidement, on a établi un peu ce contact où on peut s'en approcher, on peut sans aucun problème le caresser, quelle que soit la partie de son corps. Bon, c'est sûr qu'ils aiment bien un petit peu les gratouilles, mais voilà, c'est des animaux, comme on leur fait pas de mal et qui, bon, aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs semaines qu'on les possède, ben, cette relation, elle s'est vite établie. Clément et Thibaut qui s'en occupent ici pour les animaux qui sont disponibles au shop, c'est quotidien, on y passe plusieurs fois par jour. Ouais. On le montre beaucoup aux clients parce que c'est vraiment, il y a une pédagogie également de notre part. Oui, puis que je lui fais confiance. Moi, j'ai vraiment pas peur. Souvent, j'ai des enfants qui prennent la pince, ils viennent lui donner à manger, toujours très très calme. Donc, malgré sa grosse taille, finalement, un lézard tout à fait gérable, quoi. Oui, tout à fait. Donc là, on va vous le montrer. Donc c'est toujours pareil. Il faut les prendre de telle manière à ce que l'animal se sente en sécurité. Voilà. Hop là. Là, c'est juste là. Voilà. Donc, voilà, il s'est demandé ce qu'on faisait, puisque là, il y a la vidéo, il y a du monde. Mais voilà, pas plus que ça. C'est vraiment un animal. Regardez, on va se lever un petit peu, on sera mieux pour le montrer. Majestueux. Et encore, là, il est en mue. C'est-à-dire que bon, c'est pas comme un serpent, ça mue pas entièrement. Mais là, la couleur est vraiment belle, nette. Là, ici, il est un petit peu plus grisâtre, mais c'est parce que, bah voilà, sa nouvelle peau va arriver. Mais quand lorsqu'il a complètement mué, c'est une bête fantastique. Ouais, on dirait en fait une nuit noire avec une constellation d'étoiles. C'est vraiment très beau. Moi, c'est personnellement mon préféré. En termes de maintenance, donc nous, on va lui donner à manger plusieurs insectes, plusieurs variétés d'insectes. Donc beaucoup de criquets parce que c'est très très mobile, il adore ça. Je peux les laisser en liberté dans le terrarium et il va aller les chasser. Ce que je recommande d'ailleurs, le nourrissage à la pince, c'est cool, c'est une chose, on sait qu'il mange. Mais il faut quand même d'exercice, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut parce qu'après ça prend trop vite l'habitude. Ouais. Et faut pas oublier non plus qu'il doit être autonome. Voilà. Hein, donc c'est vrai qu'il a une bonne alimentation d'insectes, mais pas que. Qu'est-ce que tu lui donnes d'autre? En plus des criquets, des blattes et des morios, donc il va avoir des plateaux de fruits. Donc il raffole de la banane, mais la banane c'est ce qu'il y a de plus riche. Ouais. Donc souvent tu me ramènes des belles caisses de pommes, de kiwis, on a de temps en temps du raisin. Donc on varie un petit peu et bien sûr salade et carottes avec les compléments alimentaires qui vont bien, comme du calcium évidemment, quoi. Donc alors c'est aussi une particularité, ouais. C'est que on l'a remarqué, ces animaux-là aiment bien lorsque les fruits ne sont pas spécialement frais. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas leur changer la gamelle tous les jours. Ils aiment bien quand c'est un petit peu en décomposition, quand c'est un petit peu amer. Enfin, non pas amer, sucré plutôt. Ouais, que ça tourne au vinaigre. Comme les vaches dans les prés qui vont manger les pommes qui ont un peu tourné. Un petit peu tourné, qui ont macéré. et on a un ami, Martin pour ne pas le citer, ouais. Qui nous avait aussi expliqué qu'il mettait de l'huile de saumon. Et que ça les attirait un petit peu lorsqu'au départ, ils se posaient des questions sur l'alimentation. Huile de saumon et pollen, exactement. Ça lui arrive de rajouter du miel en plus sur le dessus pour augmenter l'appétence. Donc tout ça, c'est des choses qu'on recommande pour des lézards même similaires, hein, comme les Intelagama, entre autres, par exemple. Une chose aussi que j'ai observée, à force de m'en occuper ici à la boutique de Bailleul, c'est que ce lézard-là va pas du tout boire dans sa gamelle d'eau. Pas du tout, non, au contraire. Sa gamelle d'eau, ce sont ses toilettes, figurez-vous. Donc il va boire à la pulvérisation, ça c'est une chose que je fais tous les matins en arrivant. Et tous les soirs. Par jour, oui, j'allais dire. Au minimum, c'est ça, c'est le matin et le soir, mais quand j'ai le temps, effectivement, je le fais plusieurs fois par jour. Je remarque qu'il boit plus en fin de journée, probablement à cause du chauffage, ça l'a un petit peu déshydraté, mais il ne boit jamais dans sa gamelle d'eau, il va toujours faire pipi caca dans sa gamelle d'eau. Donc ça, c'est les toilettes. C'est important à le noter. À savoir. C'est-à-dire qu'il faut prévoir dans l'installation un accès facile pour les toilettes, pas comme nous. Non, nous on le fait à l'écope, comme ça avec une bouteille vide. Non, c'est vrai que quand on est sur des animaux comme ça, Stéphane, tu vas pas me contredire, je pense, c'est que lorsqu'on installe le terrarium, il faut penser pratique. Oui. Si vous pensez pas pratique et que vous pensez que esthétique, peut-être les 3 premiers mois ça va être cool, puis au bout d'un moment, flemme, je le ferai demain.
et le demain se transforme en après-demain, en la semaine prochaine, et là on rencontre des soucis. Non, non, ça c'est vraiment... La partie aquatique est aussi importante que la partie terrestre sur cette espèce, justement parce qu'on se rend compte qu'elle fait ses excréments dans l'eau, et donc il faut pouvoir avoir soit un système de filtration efficace, mais malgré tout, une vidange, et si possible automatique, enfin automatique dans le sens où il n'y a pas de seau à prévoir, il n'y a pas de choses comme ça, une évacuation directe, c'est vraiment top. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais pour continuer à parler de cette espèce, qu'on sorte le record qu'on a? Eh ben on va sortir King, et puis comme ça on va pouvoir montrer un peu qu'il y a quelques différences visibles entre les deux espèces. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, tout à fait, carrément. Allez, je te donne... Eh ben, je veux bien. Et moi je vais prendre King, le terrible. Voilà. Donc ici, vous voyez, alors on va aussi, vu qu'il se présente bien, là on peut pas rêver mieux pour la vidéo. Donc vous avez King en dessous, et comment on va appeler la femelle? Alors, moi ce que je propose, c'est que vous nous mettiez dans les commentaires vos suggestions de noms. Alors on évite les noms de princesse Disney s'il vous plaît, c'est des hydrosaures. Donc voilà, mettez-nous vos suggestions pour un prénom pour cette femelle qui a trouvé un propriétaire. Pour l'aider à la nommer, quoi, ce serait bien. Ah, mais en tout cas, là, ça nous permet de voir donc les différences morphologiques. Donc déjà un peu la taille, même si là, on a des spécimens adultes, on n'a pas l'âge exact, mais on voit à une taille à peu près similaire la grande différence avec donc la voile. Les mâles ont des voilures sur la base de la queue beaucoup plus importantes que les femelles. La crête est légèrement aussi plus proéminente. Et après, c'est l'aspect massif de l'animal, bien sûr, qui compte. Les mâles sont toujours un peu plus grands que les femelles. Hein. Là, Stéphane, selon toi, est-ce qu'il a terminé sa croissance, King? À mon avis, il en est pas loin. Il va encore grossir un petit peu, je pense, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, on a King Kong à l'élevage qui est arrivé il y a un petit peu plus dernièrement, qui est légèrement plus grand. Alors, ça se joue à pas grand-chose, mais il est encore un petit peu plus impressionnant. Donc je pense qu'il va encore grossir un petit peu. Mine de rien, ça fait une belle espèce, parce que si je regarde en taille complète, on doit être facilement 1m20. Le mètre 20, 1m30, oui. Ouais. 1m20, 1m30. Donc ça nous fera rebondir un petit peu. On va vous parler de son habitat après et de la manière dont on peut le maintenir. Ah, on a Godzilla qui fait un petit peu une parade, soit amoureuse, soit de domination par rapport à King. Attends, je vais sortir King, on en reparle. Okay. Allez, on va bouger. Hop, ici, voilà la femelle. Voilà, donc moi j'en profite de ce petit moment pour vous dire que ce sont des animaux qui sont disponibles sans certificat de capacité, sans déclaration de marquage, sans rien du tout. Juste, voilà, il faut prévoir une bonne installation, mais sinon en termes de législation, il n'y a rien de particulier à prévoir. Voilà. Après, il faut quand même savoir. Hop, oula. Voilà, ici ça y est. C'est qu'on le manipule moins souvent que Godzilla, surtout, donc il a pas de je le maintiens un peu plus parce que on va refaire un gros plan. Ils ont une belle griffe. Voilà, donc voilà, j'ai une position pour le maintenir, pour qu'il ne se sente pas agressé. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec ta main gauche, là, exactement? Alors, avec ma main gauche, tout simplement, je tiens un petit peu en arrière ses pattes, les pattes arrière, pour éviter qu'il puisse donc donner des coups de pattes avec ses griffes, et donc me blesser, et avoir une position inconfortable pour moi. Et si elle est inconfortable pour moi, elle le sera pour lui. C'est ça. Donc tout simplement, alors c'est léger, hein, vous voyez, je ne tiens même pas. Hein. Voilà, là, il s'est calmé. Voilà, il s'est complètement calmé. Mais le but, c'était ça. C'est-à-dire que je le maintiens de telle manière à ce qu'il se sente bien et que moi, je n'ai pas non plus à subir les griffes, parce que on regardera en détail, ça a de belles griffes. Hein, et voilà. Et donc c'est une bête qui est quand même très majestueuse. Enfin, c'est King, quoi. Voilà. Donc après, on va parler un petit peu des différences morphologiques quand tu récupères ta capuche. Ouais. Alors en dehors de la coloration, évidemment, là on s'en rend compte assez vite. On va essayer de les rapprocher pour vous faire un comparatif. Voilà, donc il y a déjà une coloration qui est totalement différente. Et aussi, ce qui est vraiment flagrant, parce que chez les bébés, aucune des deux espèces, même des autres, n'ont la coloration des adultes. Et donc c'est toujours un petit peu plus délicat. Et ce qui est particulier chez les Microlophus, c'est voilà, les écaillures. Je vais me remettre comme ça, on verra bien. Tu parles des petites rangées d'écailles. Voilà, les rangées d'écailles qui sont vraiment très importantes, qu'on ne retrouve pas ou très très peu. Mais en tout cas, elles n'ont aucune comparaison possible entre les deux espèces. Ça, c'est la première chose. La deuxième également, c'est sur
la petite, comment on appelle Le rostre. le rostre qui est vraiment, voilà, bien ici. Et donc là, vous pouvez voir effectivement que les animaux sont quand même assez puissants. Donc il faut avoir l'habitude Voilà. pour les Donc, manipuler en et le confiance. rostre qui est beaucoup plus développé encore entre les deux, ou en tout cas c'est l'impression que ça donne, c'est peut-être lié à la taille tout simplement, Peut-être, ouais. parce que faudrait voir, les deux ont des rostres vraiment très développés, mais je trouve que le Microlophus l'est encore plus. Alors là, je trouve qu'on le voit vachement bien. Thibaut, est-ce que tu peux faire un petit plan sur l'œil pinéal? Stéphane, est-ce que tu peux Oui. nous parler de cette particularité si incroyable qu'est l'œil pinéal chez ces reptiles? Alors, c'est simplement ce qu'on appelle le troisième œil, hein, celui par lequel il pressente beaucoup de choses sur le dessus. Donc là, on le voit là. Sur King, on le voit également un peu. Voilà, il est ici. Un peu plus caché. Il est hein. un peu plus caché. C'est vraiment un vestige d'œil où ils ressentent quand même les choses et on parle beaucoup où ils peuvent ressentir les prédateurs qui arrivent par le dessus. C'est de la luminosité. La alors, luminosité du coup, qui hein, va c'est ça. changer, voilà, c'est ça. Et c'est un avertisseur. Et c'est vrai que nous, on l'a vu à l'élevage, on en avait maintenu quelques-uns où c'était dans des enclos où on intervenait par le dessus. Et les animaux avaient toujours un comportement un petit peu méfiant envers nous. Ces mêmes animaux, et là notamment c'était Godzilla 2.0, on l'a passé en terrarium, donc avec un accès frontal. Bah oui, hein, ça mange, mais il faut que ça sorte. Et là, Godzilla a changé mais du jour au lendemain de comportement. Donc l'installation est aussi importante pour les animaux parce qu'en fonction de la manière dont on va leur procurer une installation, ils vont réagir de manière différente. Et d'ailleurs, en termes de matériel, du coup, qu'est-ce que tu recommandes principalement pour le bon maintien de ces hydrosaures? Alors là, on va être quand même sur des animaux de grande taille. Donc, qui dit grande taille, ça veut dire qu'il va falloir des installations conséquentes. Bien sûr. En termes de taille, on pourra toujours faire plus. Ce qui est important, c'est de leur laisser un grand espace. Moi, je pense que parce que c'est des animaux qui vivent très bien en couple ou en groupe, a priori, il n'y a pas trop de problème de voilà. Territorialité. On va y arriver. Ouais. Et donc, il faut au minimum, je pense, un terrarium de 2 mètres sur 2 mètres. Pourquoi pas sur 2 mètres de haut, quoi, un cube complètement. Ça, c'est quelque chose qui me paraît être bien pour ce type d'animaux parce qu'il va falloir penser à une grosse partie d'eau, parce qu'ils aiment bien aller se baigner. Et mine de rien, ça demande, ça demande un petit peu de sacrifice, mais l'espèce, franchement, Elle le mérite. elle le mérite. Après, on peut jouer un petit peu différemment en fonction du branchage, etc. On peut peut-être grappiller au lieu de 2 mètres sur 2 mètres, on peut faire 2 mètres sur 1 mètre, sur 2 mètres de haut, voilà. Mais ça dépendra de l'aménagement qu'on va faire pour ces animaux. Après, Et en termes d'UV, de LED, parce que nous on met beaucoup de LED, ouais. UV, LED, tout ça, au niveau de l'éclairage, qu'est-ce que tu recommandes sur Alors, quoi est-ce qu'il faut se concentrer du coup? Sur les LED et l'éclairage est vraiment important. Je dirais que c'est la clé de la réussite de ces animaux-là pour 2 raisons. Alors, si on parle juste de la LED, on ne parle pas encore des UV. Ouais, donc la lumière visible. Juste la finalement, lumière visible, ils en sont très sensibles. Et on s'est rendu compte que lorsqu'on met des LED à forte chaleur, donc les 6500 Kelvin, celles qu'on utilise nous, notamment les protéines... ce qu'on appelle lumière du jour en la règle générale. Voilà, la lumière du Ouais. jour. Les animaux ont un tout autre comportement. Ils ont déjà, ils se sentent bien, ils mangent bien, ils ont des colorations qu'on n'a pas lorsqu'elles n'ont pas justement ces éclairages. C'est vraiment quelque chose qui est important et elles vont vraiment faire des bains de lumière. C'est-à-dire Ouais, ils s'exposent au LED, hein. on a des retours de clients qui nous ont dit voir vraiment les animaux se baigner, alors pas sous les UV, là on parle bien des LED, hein, et lorsqu'on prend des gros spots, puisque là sur une grosse installation on va partir sur des spots, on voit les animaux vraiment aller chercher la lumière et s'épanouir en dessous. Donc ça c'est vraiment important. Donc des barres de LED, des spots Des barres de LED, des LED, spots de LED en le fonction... mieux c'est d'avoir les deux parce que ça fait pas la même chose C'est finalement. ça, les barres et les spots ne font pas la même chose et ça dépend aussi de l'installation. Si c'est la définitive, donc un très grand bac, où là effectivement on partira sur des gros spots, et lorsqu'on est sur des installations intermédiaires, ce qui est le cas ici, où là on est sur des rampes, plusieurs rampes LED pour leur apporter leurs besoins en lumière naturelle.
Bien sûr. Et au niveau des UV, du coup, c'est un animal qui vit dans un milieu qui est quand même lumineux, mais il y a beaucoup d'arbres. Alors du Voilà. coup, on prendrait une zone de Ferguson numéro 2. Ouais, c'est ça, la zone de Ferguson numéro 2, parce que l'animal pourra, en fonction, si c'est dégagé près justement des néons UV, enfin de l'UV, qu'il soit en néon ou autre, il pourra aller s'exposer un petit peu plus. Lorsqu'il en aura eu assez, eh ben, il peut aller se mettre à l'ombre sous les racines, sous les plantes, et donc il va déterminer, il va SUV réguler. On n'arrête pas de le dire, les reptiles ont besoin de SUV réguler, et ils le font naturellement. Absolument. Et du coup, tu dissocierais la chaleur des UV ou est-ce qu'on peut utiliser des ampoules qui font chaleur et UV en même temps? On peut utiliser des ampoules qui font chaleur et UV, mais lorsqu'on a la possibilité, nous, on préconise de les dissocier. Ça permet à l'animal de pouvoir choisir justement son temps d'exposition en UV, mais s'il a besoin de chaleur, il va aller se mettre sous la lampe chauffante, mais qui ne diffusera pas d'UV. C'est ça. Voilà. Après, voilà, chaque installation est spécifique, mais c'est vrai que ce type d'installation, c'est celle qu'on préconise aujourd'hui. Est-ce qu'il y aurait un intérêt, vu qu'il va faire juste ses besoins dans le bac d'eau, est-ce qu'on chaufferait le bac d'eau également ou est-ce que ça suffirait température ambiante? Là, tout dépend un petit peu de la configuration de la pièce. C'est-à-dire que si la pièce, c'est une pièce d'élevage de reptiles, généralement, il fait déjà une bonne chaleur, l'eau va monter, va être dans les 20 degrés à peu près, en règle générale, 20-22 degrés. Là, c'est le minimum qu'il faut. Après, effectivement, le fait de mettre un petit chauffage, ça va sécuriser. Je ne connais pas exactement la température dans laquelle ils vont se baigner à l'état naturel, mais à mon avis, entre 20 et 24 degrés, pas en dessous de 20, à mon avis. entre 20 et 24 degrés, c'est ce qu'il leur faut au minimum pour dire que les animaux en profitent complètement. Et en termes de fréquence de nourrissage, parce que donc, nous, on va les nourrir quasi tous les jours, parce qu'on n'est pas là 2 jours par semaine. Un adulte, selon toi, quelle est la fréquence de nourrissage? Parce que, comme on dit souvent, les reptiles sont trop nourris en captivité. Quelle est ta vision sur la fréquence et la quantité de nourriture qu'on va offrir par semaine à un hydrosaure adulte? Alors, sur des hydrosaures adultes, effectivement, il faut faire attention à la tentation de ne pas les surnourrir. Il faut que les animaux soient bien. Là, c'est le cas. Ils ne sont pas obèses, ils sont costauds. On voit pas trop les colonnes. Moi, je pense qu'on peut leur laisser un peu de fruits et de végétaux en permanence. Et tout ce qui est insectes, voire rongeurs, parce que ça mange éventuellement des rongeurs ou d'autres petits lézards, on va les nourrir 2 à 3 fois par semaine. Je pense que c'est bien. Après, tout dépend du spécimen. Si c'est une femelle avec la saison de reproduction, on va ajuster un petit peu le tir. Mais je pense que tous ces compléments... alors, les insectes, c'est moins riche que les rongeurs. Mais les rongeurs, voilà, ça doit être vraiment une fois à jamais. Moi, je pense qu'1 à 2 fois par mois, c'est amplement suffisant. Et après, on va plus nourrir aux insectes. Encore une fois, ce qui est important, c'est nourrissez vos insectes. Parce que si vous ne nourrissez pas vos insectes, ils ne seront pas nourrissants et votre animal n'en profitera pas correctement. Et bonjour les carences. Voilà, c'est ça, bonjour les carences. Donc il faut nourrir vos insectes correctement et également de temps en temps donc les supplémenter en calcium et une fois de temps en temps, là, vitamine A plus vitamine D3. Voilà, mais ça c'est une fois par mois, une fois tous les 15 jours, c'est amplement suffisant. Ce que je te propose, c'est que du coup, on a beaucoup parlé sur cela. On pourrait leur montrer la différence entre les juvéniles. Parce que là, c'est beaucoup plus subtil. Et tu as plein de choses à dire là-dessus. Eh ben, on va les poser, on va récupérer les bébés. Et bien là, donc, ça y est, on a les bébés. Ouais, nous revoilà. Nous revoilà. Donc, effectivement, comme on vous disait, la différence est beaucoup moins flagrante si on les met côte à côte. Vous voyez, c'est pas facile au premier coup d'œil. Enfin, quand on n'a pas l'habitude, en tout cas, c'est vraiment pas facile. Donc la différence, elle va se situer au niveau des écailles. On va retrouver un petit peu les écailles qui vont être beaucoup plus discrètes chez le Celebensis et déjà un petit peu plus prononcées pour un animal de même taille chez le Microlophus. Donc ces petites écailles que tu montres qui sont claires, c'est ce que tu nous montrais tout à l'heure, voilà, qui vont très foncées et qui vont vraiment être, qui vont sortir de l'animal. Donc là, effectivement, là comme ça, si on n'avait pas les adultes, on aurait du mal à y croire. Ouais, tout à fait. Donc là, toi, Stéphane, tu as le Microlophus. Voilà. Moi, j'ai le Juvénile Celebensis. Quelle autre différence est-ce qu'on pourrait avoir? Alors, à taille égale, alors ça reste encore subtil, mais au niveau du rostre... c'est vrai que le rostre est un peu plus développé. Un petit peu plus développé chez cet individu, chez le Microlophus. La couleur des yeux est sensiblement identique. C'est vrai.
hein, c'est vraiment des très très proches. Et c'est quasiment les seules différences visibles et en dehors de la coloration, C'est vrai que la qui est coloration est pas légèrement pareille. différente. Mais le problème, encore une fois, c'est que si on n'a pas la comparaison possible, Ouais, qu'on a un seul un individu dans seul les mains. individu, c'est compliqué d'être sûr si on n'a pas la localité, si la personne qui vous le vend ou vous le propose n'a pas plus de détails, c'est vrai que c'est pas facile. Là, il y a quand même des petites différences. On note ici les écailles sur le cou qui sont Elles sont l'une en ligne. en ligne. Là, ici, vous voyez, Elles elles sont ne le sont groupées un pas, petit peu. elles sont groupées. Donc, c'est des petites différences qui vont apporter justement la classification de chaque espèce. D'accord. Donc ça, ce serait pour la différenciation. Ouais. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur les différences de maintenance entre des juvéniles comme ceux-là et des gros adultes qu'on a pu voir tout à l'heure? Alors, on va évidemment adapter le terrarium. C'est Ouais, pas, bien sûr. faut surtout pas s'imaginer qu'ils vont être mieux dans un énorme volume. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. En tout cas, c'est mon expérience et mon sentiment. C'est-à-dire que si on les met dans des trop gros volumes, l'animal va se sentir perdu, en captivité. Hein, ça peut paraître paradoxal, mais on le retrouve chez les serpents et sur beaucoup d'autres espèces. Ils vont paniquer parce que c'est des animaux qui sont un petit peu plus farouches que les adultes. Peut-être parce que justement, dans la nature, à cette taille-là, ils sont beaucoup plus vulnérables. C'est des proies Et pour donc, beaucoup plus d'animaux. et hein. donc leur mode de défense, c'est de s'enfuir, c'est d'être rapide, c'est d'être vif et non pas serein. Lorsqu'on a des animaux comme Godzilla ou King, qui sont déjà beaucoup plus massifs, il y a moins de prédateurs, ils peuvent être déjà un petit peu plus en haut de la chaîne alimentaire, entre guillemets. Et là, on a des animaux donc, sur lesquels on va partir sur un terrarium beaucoup plus petit. Ce serait quoi, petit? Si tu devais donner des tailles de terrarium, Je dirais que, après, ça dépend de la taille et combien de temps on pense les laisser, mais je dirais qu'il faut au minimum, c'est 1,20 m sur 1 mètre de haut, enfin, des choses s'approchant de ça sur une 50-60 cm de profond. un cube comme ça irait pas Ça, mal? ça peut aller pendant quelques temps. Ça va être Pendant quelques rapide temps. parce que, mine de rien, ce sont des animaux. Bon, là, si on compare aux iguanes qui sont dedans, ils sont assez proches en taille. Alors, les iguanes se disent, mais c'est qui ceux-là? On les connaît Les pas. nouveaux voisins, c'est des- ils ont une tronche. Et donc, voilà, on pourrait partir dedans dans un premier temps et après rapidement passer à une taille supérieure. D'accord. Ça, c'est la première chose. Mais là, surtout, ce qui est le plus important lorsque vous faites l'acquisition de jeunes hydrosaures, c'est l'hydratation. Comme pour beaucoup de lézards, pour moi, c'est vraiment... Moi, ça a été le déclic. C'est-à-dire, quand j'ai compris ça, on a tout compris dans le lézard. C'est-à-dire que T'as eu si plus de résultats, plus de plus de réussite, succès. plus d'animaux en bonne santé. C'est-à-dire que s'il ne mange pas tout de suite, c'est pas grave. Mais s'il est bien hydraté, il est capable de passer énormément de caps. Alors, une pulvérisation, on en reviendra parce qu'on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses à vous dire également, à partager notre expérience ou nos constatations. C'est qu'une pulvérisation, c'est pas je prends et je pulvérise le bac et c'est fait. Non, Voilà, ça mon bac c'est est trempé, j'ai ça, fait le ça, travail. c'est pour non. le taux d'hygrométrie, mais c'est rien. Quand on parle d'hydratation ou de vaporisation, là, c'est pour donner à boire aux animaux. Et donc, on va se focaliser sur la tête avec un jet en très faible puissance. petite pluie, une en fait. petite pluie très légère, et pour que l'animal puisse boire. Donc, de toute façon, le premier réflexe, ça va être un petit peu, l'animal va se poser la question, il pleut, je suis pas bien et tout. Mais là, faut insister. Il faut insister. Il faut Et c'est insister. vraiment important, quitte à revenir 5 minutes après, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'ils vont commencer à boire. Et une fois que votre hydrosaure boit, vous pouvez dire que c'est parti. Ouais. Et vous Le reste l'aurez. est à Le venir. reste, ça va être que du bonheur. Et vous allez voir aussi que très rapidement, ils vont comprendre. Parce qu'on parlait de notion de confiance, parce que dans le temps, c'est ce qui va se passer. Si votre animal voit que quand vous intervenez, c'est pour lui donner à manger, c'est pour l'hydrater, etc., il va être vraiment détendu. Et petit à petit, lorsque vous allez ouvrir le terrarium pour les vaporiser, les animaux vont pas bouger et ils vont et puis tout de suite ils vont se mettre à boire beaucoup plus rapidement. Godzilla, il reconnaît Ah la bah, pulvée, il commence à faire le mouvement de succión sur le pulvérisateur avant que j'ai sorti de l'eau. Donc lui, il se dit, ça y est, je bois. C'est ça. Donc c'est vraiment qu'ils sont pas bêtes, ils apprennent bien et on est associé à quelque chose de positif, l'eau, la nourriture. Donc du coup, Voilà. c'est Et ça, c'est la vraiment, carotte, quoi. c'est vraiment important parce que c'est des choses qu'on a trop négligées ou que les personnes ont trop négligées en disant ce sont des reptiles, cerveau reptilien, etc. Mais non, si eux, ils sont encore là, c'est qu'ils sont beaucoup plus intelligents qu'on le croit parce que sinon, ils seraient morts depuis des générations. Ouais, ils ont une bonne faculté d'adaptation. C'est ça, tout à on l'a fait. bien vu, hein. Ils sont nés dans le milieu naturel, ils s'adaptent à nos codes. Voilà. Parce que dans le milieu naturel, c'est des animaux voilà, qui sont habitués donc, à se nourrir, à s'hydrater avec la pluie par exemple.
il y a des signes annonciateurs de la pluie. Le ciel se couvre, peut y la avoir du température tonnerre. chute, il peut y avoir du tonnerre, la pluie elle commence un petit peu, une goutte, deux gouttes. Enfin, ils ont le temps de se dire, ok, il va se mettre à pleuvoir. Là, à l'intérieur, arrive. il fait beau, pleine lumière, plaf. Donc le C'est temps ça. qu'ils comprennent tout ça, donc non, ils sont pas si bêtes que ça au final. D'ailleurs, d'où l'intérêt, ça me permet de rebondir alors sur Ouais. du matériel, puisque on a les programmateurs chez justement Reptile de chez System. Reptile System. On vous l'a montré dans une autre vidéo précédente, Ouais. où on peut régler ses orages, etc. Et ça, c'est des choses, en tout cas, qui, moi, ne sont pas gadgets. Du Alors, tout. effectivement, on peut ne pas en avoir, mais ce genre d'appareil peut C'est un permettre... plus, c'est un voilà. véritable allié pour l'acclimatation. Vous avez un animal qui a du mal à boire, par exemple. Dehors, il y a du tonnerre, donc on a une chute de pression atmosphérique à ce moment-là, les animaux le ressentent. Pourquoi pas justement déclencher avec votre smartphone, grâce au petit contrôleur LED, les éclairs, parce que vous avez une fonction éclair. Tout d'un coup, on commence à s'apulvériser. Vous avez beaucoup plus de chances de permettre à votre lézard de boire dans des conditions naturelles comme il l'a vécu s'il a été né en milieu naturel. Il va s'en souvenir plus facilement. Donc ça, c'est des, Oui, des puis produits... de toute façon, on se rend compte que les animaux l'ont d'instinct. On le voit, alors là, on va sortir dans le cadre des hydrosaures, mais je ne vais pas m'étendre non plus, mais on voit les changements de saison. Enfin, les éleveurs me comprendront énormément. Les animaux réagissent différemment, même si on les maintient de manière identique. Si c'est l'été, l'hiver, etc., il peut y avoir des baisses d'alimentation, les animaux ont moins faim, il y a l'excitation, enfin il y a un tas de choses qui se fait parce qu'il y a des pressions atmosphériques que nous on ne ressent pas, mais que les animaux, même nés en captivité, le ressentent. Je pense qu'on a tout dit sur ces animaux. En tout cas, on en a dit pas mal. Ouais. Si vous avez une expérience complémentaire, n'hésitez pas à participer en commentaire. Il y a des choses positives, sont toujours intéressantes et les expériences des uns ne sont pas forcément les mêmes que d'autres et toute expérience est bonne à prendre. Absolument. Ouais. Donc n'hésitez pas à communiquer, à laisser un commentaire. Nous, on espère que ces animaux vous ont plu. Ce sont des animaux, en tout cas, qui ont une place vraiment à part à Reptilis Shop et Ici. même à Reptilis. Dans notre Hein, cas. parce que là, Ouais. maintenant, il y aura un projet de reproduction de cette espèce. Voilà. Et on vous dit, en tout cas, merci de nous suivre. Merci. Hein. Si ça vous a plu, mettez un maximum de pouces pour montrer que vous aimez les hydrosaures. Voilà. D'autres vidéos vont suivre évidemment Bien sur sûr. les animaux. Si ce genre de contenu vous plaît, abonnez-vous. On poste énormément de vidéos sur la terrariophilie. On est un magasin de reptiles pour ceux qui ne savent pas. Un Spécialisé. site internet Voilà. spécialisé. Donc notre but, c'est vraiment d'expliquer au mieux la maintenance des animaux pour que vous ayez du succès dans l'élevage de vos animaux, que ça fonctionne et que tout le monde soit content. Donc, Voilà. Et surtout, prenez soin de tous vos reptiles, de tous vos animaux. Ce sont vraiment des bijoux. ouais. Et nous, en tout cas, on va continuer à essayer de vous faire rêver un maximum. On vous dit à bientôt sur Reptilis Channel. Ciao. Merci, salut.